Tai Tuivasa est de retour ce week-end. L'Australien n'est pas le combattant le plus technique qui soit, mais ce qui est certain, c'est que Bam Bam a dans ses poings de quoi éteindre la lumière de presque n'importe quel autre poids lourd. Il y a quelque chose de fascinant chez les combattants dont la force est telle qu'ils peuvent mettre un terme à l'affrontement à tout instant. Dans un sport aussi complexe et varié que le MMA, un KO sec reste la finalité la plus effrayante de toutes. C'est instantané, c'est définitif et c'est extrêmement brutal. L'histoire du MMA est pleine de ces moments suspendus dans le temps où un battement de cils suffit à vous faire louper l'action et certains combattants en sont des spécialistes. En tant que fan, on aime autant qu'on redoute ces instants parce qu'aussi spectaculaires sont-ils, on sait qu'ils ont des conséquences sur la santé des athlètes. Il y a un plaisir coupable à regarder un gros KO et c'est une part importante du sport que nous aimons tant. Aujourd'hui, rendons hommage à ces combattants qui ont du feu dans les mains et qui ont passé leur carrière à dissocier l'âme du corps de leur adversaire. Il y a plusieurs combattants dont je ne vais pas parler sur cette liste et que j'aurais pu évoquer comme Shane Carwin, Josh Emmett, Anderson Silva, Johnny Hendricks et beaucoup d'autres. Il y avait trop de possibilités, donc j'ai dû faire des choix. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 plus gros cogneurs de l'histoire du MMA. Numéro 10, Alex Pereira. Je mets Alex Pereira bas sur cette liste parce qu'il n'a pas vraiment une longue carrière dans le MMA, mais je me sentirais coupable de ne pas l'inclure. Le Brésilien a fait une arrivée remarquée et brutale à l'UFC. Il n'a que 7 combats dans la promotion et il est déjà un double champion du monde et il est sur le point de main eventer la plus grosse soirée de l'histoire de la promotion. Au-delà de la rapidité avec laquelle il a atteint le sommet du sport, ce qui marque dans la carrière d'Alex, c'est la brutalité avec laquelle il a fait son trou. Évidemment, il a une longue et glorieuse carrière de kickboxer qui annonçait un petit peu la couleur, mais comme on sait, les transitions d'un sport au MMA ne sont pas toujours teintées de succès. Mais quand il a éteint Sean Strickland d'un crochet du gauche pour son 3e combat dans la promotion, tout le monde a compris à qui on avait affaire. On serait tenté de réduire Alex à la puissance qu'il a entre les mains, mais même s'il y a plus de cordes à son arc qu'une force létale, force est de constater que c'est de là que vient essentiellement le danger. Alex a une façon de répartir son poids pour générer de la puissance qui lui est propre. Parfois, il semble presque qu'il rebondit à chaque coup et ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est sa capacité à masquer ses frappes tout en générant énormément de force, ce qui ne devrait pas être possible. Son timing est proche de la perfection et comme l'a appris Israel Adesanya à ses dépens, même si tu gagnes 4 rounds contre Poatan, tu n'es jamais à l'abri d'une séquence mortelle. Alex attire ses adversaires dans sa zone de confort, il leur donne un faux sentiment de confiance et juste quand ils sont dans la bonne distance, il les sèche. Yuri Prochazka est le dernier en date à en avoir fait les frais et j'espère que Jamal Hill a pris des notes pour l'UFC 300 parce que le réveil pourrait être brutal. Alex Pereira est véritablement unique et il est si puissant d'ailleurs que beaucoup de fans veulent le voir combattre chez les poids lourds. Je doute qu'il puisse devenir champion chez les plus de 93 kg, mais il faut dire qu'Alex a déjoué les pronostics plus d'une fois depuis le début de sa carrière. Numéro 9, Jeremy Stephens. Il n'y a pas tant de combattants de classe des poids les plus légères capables d'enchaîner les KO secs. Il faut dire les choses, c'est généralement un privilège réservé aux poids les plus lourds, mais comme toujours, il y a des exceptions. Certains d'entre vous ont probablement le KO de Bryce Mitchell par Josh Emmett en tête, mais pour ce que ça vaut, Jeremy Stephens est probablement le combattant avec le ratio poids-puissance le plus impressionnant de l'histoire du MMA. Certes, il n'est jamais devenu champion du monde, mais ce qu'il n'a pas en ceinture, Jeremy le compense en compilation de finishes légendaires. Ronnie Johnson, Marcus Davis, Josh Emmett, Rafael Dos Anjos et tant d'autres, Jeremy a passé sa carrière à laisser ses adversaires inconscient pour le plus grand plaisir des fans. Il ne mentait pas lorsqu'il disait à Conor que s'il mettait KO son adversaire, ce dernier ne bougerait plus. Jeremy a le genre de puissance foudroyante qui sèche son opposition et surtout le danger vient de partout avec lui. Poing, pied, genou, coude, vous nommez une partie avec laquelle on peut frapper un adversaire et il est probable que vous trouviez un KO de Jeremy Stephens qui y est associé. Même s'il a toujours été un bagarreur, il a affiné son style avec le temps et a commencé à approcher les combats avec un peu plus de retenue et certains diraient même avec un petit peu plus d'intelligence. Parce que ce qui a toujours un peu fait défaut à Jeremy, c'est sa patience. Comme le barbare qu'il est, il a toujours eu un peu tendance à se jeter dans le vide les yeux fermés et les bras en avant. Même s'il n'a pas toujours joué les premiers rôles du MMA, 18 KO ou TKO en carrière, ça ne trompe pas. Numéro 8, Igor Vovchanchyn. Si on va parler de combattants un petit peu plus modernes dans la suite de cette liste, il était inconcevable de laisser de côté le premier vrai gros cogneur de l'histoire du MMA. Igor Vovchanchyn était un combattant effrayant sur énormément d'aspects. Après une prolifique carrière de kickboxer, l'Ukrainien s'est intéressé au MMA et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est mis à dévisser des têtes. C'était une toute autre époque pour le combat libre, beaucoup plus brutal, beaucoup moins professionnel. Les combattants enchaînaient les affrontements comme des repas et pour son premier mois de compétition professionnelle, Igor est entré 7 fois dans l'octogone. Heureusement pour lui, il a développé une habitude de finir ses affrontements au premier round et ce n'est pas comme s'il s'était contenté de massacrer des combattants anonymes sur la scène régionale non plus. Lorsqu'Igor s'est aventuré du côté du Vale-Tudo puis du côté du Pride, il a prouvé qu'il était un combattant d'élite. Ses victoires contre Gary Goodridge, Francisco Bueno et même cette fin étrange contre Mark Kerr sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres et attestent de son niveau. La seule façon que j'ai de décrire son style est de dire qu'Igor était brutal mais pas dans le genre auquel nous sommes habitués aujourd'hui, mais plutôt dans le genre coup de pied à l'arrière du crâne pendant qu'un adversaire est au sol, le tout capturé en vidéo en 144p et payé en sandwich à la buvette. Ce genre de brutalité là. Igor Vovchanchyn est probablement ce à quoi votre grand-père fait référence quand il parle de bagarre du bon vieux temps. Et honnêtement, regarder un best-of de ce KO fait froid dans le dos. Avec 38 victoires par KO TKO, il est un véritable pionnier dans l'extinction de cerveau et en 66 combats professionnels, il ne s'est retrouvé qu'une seule fois du mauvais côté d'un finish brutal.
Numéro 7, Dan Anderson. À quel point faut-il qu'un coup soit terrifiant pour que le public lui donne le surnom de bombe H? Pour ceux qui ne le savent pas, la bombe H désigne deux choses. Pour la quasi-totalité de l'humanité, c'est une bombe nucléaire, mais pour les fans de MMA, c'est l'overhand du droit de Dan Anderson. Je ne vais pas me risquer à faire des comparaisons historiques, mais ce qui est sûr, c'est que si Dan Anderson vous touche avec cet overhand, ça en est probablement fini de vous. Wanderlei Silva, Renzo Gracie, Akihiro Gono, Hector Lombard, Mauricio Rua, ils ont tous subi la foudre d'Anderson. Bien sûr, il est le premier combattant à avoir véritablement éteint Fedor, et comment pourrais-je oublier l'un des KO les plus iconiques de l'histoire du MMA contre Michael Bisping lors de l'UFC 100. Dan a une puissance de buffle et le plus impressionnant c'est qu'il a mis KO des combattants de poids moyen à poids lourd. Avec 18 victoires par KO TKO, Dan Anderson a utilisé sa marque de fabrique tout au long de son illustre carrière et sa puissance est légendaire. Si légendaire d'ailleurs que même alors qu'il était sur un déclin clair, il était le genre de combattant qu'on savait pertinemment capable de sortir une frappe de son chapeau à tout instant. Et évidemment, pas sûr qu'il aurait passé un test de l'USADA au début des années 2000, mais pour sa défense, ce n'était probablement pas le cas de grand monde au Pride. Numéro 6, Melvin Manhoef. Si vous avez besoin de comprendre à quel point le matchmaking du K1 Heroes était désastreux, je vous invite à regarder le passage qui a fait Melvin Manhoef en 2006 puis en 2007. Le kickboxer, réputé pour sa puissance démentielle, qui avait déjà combattu près d'une vingtaine de fois en MMA, a été placé contre des adversaires novices ou de faible niveau et vous vous doutez des conséquences que cela a eu. Regardez Melvin tabasser Yosuke Nishijima qui en était à son 5e combat professionnel sans aucune victoire est un petit peu perturbant. Mais Melvin a aussi battu des combattants de très haut niveau. Il a terrassé Mark Hunt en moins de 20 secondes et sa destruction de Kazushi Sakuraba au Dream 4 est très difficile à regarder. Melvin n'est fait que de muscles et l'intégralité de sa stratégie est de tuer ou de se faire tuer. Rares sont ces combats qui ont dépassé le premier round, qu'il en sorte vainqueur ou non d'ailleurs. Et il a toujours offert un test de résistance conséquent à son opposition. Surtout, il fait partie de cette catégorie d'athlètes disposés à affronter des combattants largement plus lourds que lui. Il a combattu chez les poids lourds en pesant moins de 90 kg et les jours de son combat contre Mark Hunt, il y aurait probablement eu près de 40 kg d'écart entre eux. Melvin n'a jamais fait partie des tout meilleurs du monde, mais il a toujours tenu la promesse d'être un combattant extrêmement dynamique et brutal. Avec 26 victoires par KO TKO dès le premier round, celui que certains ont surnommé le Mike Tyson du MMA a marqué le sport de son empreinte et mérite de recevoir plus de crédit pour sa carrière. Numéro 5, Rampage Jackson. Rampage a combattu aux quatre coins du globe et qu'il s'agisse du Pride, de l'UFC et même du Bellator, il a distribué les KO comme des petits pains. Jackson est un combattant brutal, il n'est pas exactement du genre assassin silencieux, mais plutôt du genre berserker très direct. Vous savez qu'il arrive et vous savez quand, mais au milieu de son insoutenable pression, il vous colle un parpaing qui vous éteint complètement. Si la violence avait un visage dans le MMA, ce serait probablement Wanderlei Silva, mais Rampage ne serait pas très loin sur la liste. Surtout, il a fini certains des meilleurs combattants de l'histoire. Chuck Liddell pour devenir champion de l'UFC, Wanderlei Silva lors de l'UFC 92, il a slamé Ricardo Arona pour un KO au Pride Critical Countdown en 2004 et il a complètement éteint Kevin Randleman. Bref, Rampage n'est pas simplement une brute, il est véritablement l'un des tout meilleurs combattants de son temps et c'est ce qui rend sa puissance aussi effrayante d'ailleurs. Lorsqu'il combat, Quinton Jackson offre presque un défi à ses adversaires, celui d'une guerre brutale, tout en ayant confiance qu'au milieu de ce chaos ambiant, il sortira le grand vainqueur. Et si vous pensez que son attitude comique en dehors de l'octogone atténue l'impact de sa perception aux yeux des autres combattants, vous avez tort. John Jones a lui-même dit qu'il avait fait des cauchemars d'être mis KO par Rampage dans les semaines menant à l'UFC 135 et je doute que John Jones soit un homme aisément effrayé, à part peut-être si vous travaillez pour l'USADA ou pour la police de Los Angeles. Numéro 4, Mark Hunt. Si vous avez besoin de saisir la différence entre un KO et un TKO, je vous suggère de regarder un best-of de Mark Hunt. Mark est un combattant très spécial, le roi du walk-off n'est pas un surnom qu'on vous donne au pif. Mark touche, il sait que son adversaire ne se relèvera pas, donc il décide de ne pas insister. Et même si certains TKO sont extrêmement brutaux, il y a quelque chose de très unique et de très particulier à enchaîner les KO sans avoir besoin d'intervention de l'arbitre pour être déclaré vainqueur. Mark est un exécuteur, il a été payé pour faire un travail et il a une confiance absolue en sa puissance pour finir le boulot. Ce n'est peut-être pas le plus ronflant sportivement, mais pour ce que ça vaut, le KO le plus impressionnant de sa carrière a sûrement eu lieu contre Roy Nelson. Big Country avait la réputation d'être impossible à finir, il avait passé sa carrière à l'UFC à encaisser des tabassages en règle sans jamais tomber, alors quand Mark Hunt l'a étalé d'un uppercut au milieu de la Saitama Super Arena, c'était dingue. Et Roy Nelson est loin d'être le seul. Frank Mir, Yosuke Nishijima, Christer Scherer, ils sont tous tombés les uns après les autres sous les coups du néo-zélandais. Mark fait partie d'une lignée de combattants aux origines samoanes comme Taichi Uvesa ou les frères Tafa, et c'est un peuple qui semble naître avec une puissance innée entre les mains. Mark s'en est servi dans sa carrière de combattant, qu'il s'agisse du MMA ou du kickboxing d'ailleurs, et au risque de rappeler à certains des mauvais souvenirs, son KO sur Jérôme Le Banner au Grand Prix du K1 en 2001 est effrayant. Numéro 3, Anthony Johnson.
Quelque chose que beaucoup de personnes oublient sur Anthony Johnson, c'est que lorsqu'il a fait ses débuts à l'UFC, il combattait chez les poids welter. D'ailleurs, il fait son entrée à l'UFC en mettant KO Chad Rainer en seulement 13 secondes, juste histoire d'annoncer la couleur. Ce qui est particulier chez Rumble, c'est qu'il a aligné des KO des moins de 77 kg jusqu'au poids lourd. Plus que beaucoup d'autres combattants, Anthony est un spécimen physique assez exceptionnel, mais il a trouvé son poids de forme chez les mi-lourds. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à aligner les combattants les uns après les autres. Antonio Roguero Nogueira, Alexander Gustafsson, Ryan Bader, le KO en seulement 13 secondes contre Glover Teixeira, il a même réussi à knockdown Daniel Cormier dans leur premier combat. Bref, Rumble a terrorisé les moins de 93 kg de l'UFC au milieu des années 2010 et il a été véritablement l'un des combattants les plus intimidants du roster. D'ailleurs, son surnom Rumble a plusieurs significations, mais l'une d'entre elles est littéralement baston. Je me plais à penser qu'il l'a aussi choisi en référence au grondement de l'éclair comme la promesse d'un coup fatal à venir. Et évidemment, sa fin sera tragique et il nous a quittés en 2022, décédant de suite de plusieurs maladies auto-immunes et d'un lymphome. Il a laissé un souvenir immuable aux fans de sport de combat et une foule de KO légendaires par lesquels se souvenir de lui. Numéro 2, Derrick Lewis. Derrick Lewis est tout simplement le combattant avec le plus de KO de l'histoire de l'UFC. Cette information se suffit presque en elle-même pour comprendre à qui on a affaire. Ce Black Beast est à l'UFC depuis 2014 et il a passé 10 ans à joyeusement distribuer des KO à droite et à gauche. Comme beaucoup de personnes, je considère Derrick Lewis comme la représentation d'un poids lourd classique. Ce n'est pas une insulte ou un manque de respect, simplement je crois que lorsqu'on s'imagine un combattant de la catégorie reine, c'est un peu au style de Derrick auquel on pense tous. Pas forcément le plus technique, sans aucune envie de lutter ou d'aller au sol, Derrick est la promesse que chaque moment du combat peut être le dernier. Il peut perdre l'intégralité d'un affrontement et trouver la solution dans les tout derniers instants. Alexander Volkov en a été le témoin lors de l'UFC 229. Si ce point droit vous touche, vous pouvez être certain que le combat est fini et c'est cette menace permanente qui a fait de Derrick une terreur chez les poids lourds. On est loin de ses meilleures années, mais contre Marcos Roguero de Lima, il a montré qu'il était toujours capable de finir un adversaire. À tout juste 39 ans, Derrick n'a probablement plus que quelques combats à offrir, mais il nous a largement donné de ne quoi jamais l'oublier. Numéro 1, Francis Ngannou. Dana White a dit un jour que mathématiquement, prendre un coup de Francis Ngannou était l'équivalent de se faire percuter par une Ford Escort à pleine vitesse. J'ai toujours trouvé ça curieux d'un point de vue scientifique et même en application réelle, mais le point est le suivant. Francis Ngannou frappe fort. Et il ne frappe pas juste fort comme ça. Au milieu des gens qui frappent le plus fort, c'est lui qui frappe le plus fort. Vous m'excuserez pour la tautologie, mais Francis Ngannou se couche le soir en se disant qu'il n'y a probablement jamais eu de combattant de MMA capable de frapper aussi fort que lui. Et si vous pensez au niveau de confiance qui s'accompagne de ce genre d'affirmation, c'est assez effrayant. Lorsqu'il a collé un uppercut à Luis Enrique pour ses débuts à l'UFC, je crois que beaucoup de personnes ont cru qu'il venait de tuer le pauvre Enrique. Un sentiment d'effroi qui sera répété et démultiplié lors de son KO légendaire d'Alistair Overeem. Le fait que la thèse d'Alistair soit toujours attachée à son corps est un mystère pour moi à ce jour. Francis a probablement retiré de l'espérance de vie à pas mal de combattants. En plus d'Overeem, il a éteint Curtis Blades, Velasquez, Dos Santos, Rozenstruik, Stipe, bref. Francis est un rappel constant de la brutalité du MMA. Il a marché vers la ceinture et en chemin, il a laissé inconscient la moitié de sa division. Il a quitté le MMA sans véritable ombre sur le tableau, et même s'il vient un peu de découvrir l'autre côté de cette violence contre Anthony Joshua, il reste l'une des figures les plus intimidantes de l'histoire du sport et certainement le plus gros cogneur de l'histoire du MMA. Voilà la liste, comme j'ai dit dans l'intro, il y avait plein d'autres combattants qui auraient pu figurer ici, c'est très subjectif, difficile de savoir un peu qui est véritablement le plus puissant, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de refaire cette liste, que j'ai pu regarder pas mal de KO, on va pas se mentir, c'est un petit plaisir toujours coupable, mais voilà, on aime bien quand même. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça vous a plu, et on se reparle bientôt tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine, salut.